Bonsoir, le grand dossier spécial ce soir en partenariat avec l'Express qui consacre cette semaine un numéro inédit sur les armées secrètes de l'Europe, pour ne pas dire les armées de l'ombre. C'est inédit, un classement des services secrets européens. Nous allons dresser le panorama de ces services, leurs forces, leurs faiblesses, leurs méthodes également. Un sujet, vous l'aurez compris, hautement sensible. Ce monde secret dont on est censé ne rien savoir, mais dont le travail est parfois, vous allez le voir, déterminant jusqu'au permis de tuer au nom de l'intérêt national. Cette guerre de l'ombre, elle a regagné en intensité depuis l'invasion en Ukraine, vous le savez, par la Russie de Vladimir Poutine, et avec cette tentative d'ingérence en Europe. Cyberattaques, assassinats, manipulation, guerre hybride. Ce soir, nous allons décrypter tout cela avec justement nos invités. Alors à l'origine de ce dossier spécial, il y a un homme qui est autour de cette table qui s'appelle Étienne Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes journaliste à l'Express. Alors, vous nous expliquerez comment vous avez procédé, parce que ça, c'est vraiment une question qui m'intéresse. Vous nous aiderez à comprendre aussi les forces, les faiblesses des services secrets européens à l'heure où la guerre hybride, je l'ai dit tout à l'heure, et la guerre tout court d'ailleurs, font rage en Europe. Bienvenue à Elisabeth Shepard-Sellam, qu'on connaît bien sur LCI. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Elisabeth. Toujours un plaisir, Caddy. Spécialiste du renseignement et des questions de sécurité. Cyril Delipster aussi, qui est avec nous. Merci d'être là et de ne pas être parti en vacances. Tiens, vous êtes expert en géopolitique et en renseignement. Votre analyse nous sera évidemment très précieuse. Et puis je salue Vincent Crouzet qui est avec nous. En principe, impossible d'imaginer cette émission sans vous. Vincent, est-ce que vous êtes bien avec nous, Vincent Crouzet, notre expert maison sur l'espionnage. Bonjour Vincent, ancien espion, vous êtes aussi écrivain, auteur notamment du livre, dernier en date, Le jour où je suis devenu espion, aux éditions de l'Observatoire. Vous restez en fil rouge avec nous, Vincent, tout au long de cette émission. Donc évidemment, je le rappelle, cette émission est faite en partenariat avec l'Express, qui a concocté un dossier très complet, un dossier de 28 pages. C'est bien ça, j'ai travaillé. Étienne Girard, je le disais, vous êtes à l'origine de ce palmarès qui donne une vision inédite des services secrets européens. Avant de dévoiler le résultat, petit teasing quand même, vous êtes donc à l'origine de ce palmarès. Quelle a été votre méthode? C'est un exercice très délicat. Quels critères est-ce que vous avez sélectionné, que vous avez retenu pour cette enquête? On a demandé à ceux qui savent. Et ceux qui savent en connaissance de cause, il n'y en a pas beaucoup. C'est les professionnels du renseignement. En fait, on est parti d'un paradoxe. C'est que le renseignement, avoir de bons espions, c'est hyper important aujourd'hui pour vous classer en tant qu'État. Sur la puissance des États, c'est fondamental. C'est comme avoir un porte-avions, avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple. C'est aussi important. Et pourtant, on n'a pas vraiment le droit de savoir ce que valent nos espions. Il y a bien sûr des rapports qui sont réalisés, mais ils sont secrets. Ils sont secrets défense. C'est pour savoir, sans casser directement le secret défense, on va demander non pas tout le nom des opérations, tout le nom des espions qui ont été recrutés par ces pays, mais qui sont les meilleurs à ceux qui savent, donc les directeurs des services secrets, frères retraités du renseignement. On a eu 18 directeurs de services secrets et ex-directeurs qui ont participé à ce classement, et en tout 60 professionnels du renseignement de 25 pays différents qui ont bien voulu classer les espions de chaque pays d'Europe du meilleur au moins bon. On leur a demandé un top 5 pour pas vexer ceux qui sont les moins bien classés. Ils nous ont donné chacun leur top 5 du premier au 5e. Alors justement, trêve de suspense, j'ai envie de vous dire, révélons justement le top 3. Regardez, on vous a fait une belle infographie avec notre service infographie de TF1 LCI. Le top 3, il est très clair. Regardez, en première position, le Royaume-Uni avec le MI6, avec 251 points quand même, c'est énorme. Juste derrière, donc la DGSE, la France, 169 points. Et puis les Pays-Bas, l'AIVD, c'est bien ça, des Pays-Bas, 97 points. Pourquoi le MI6 est nettement numéro 1, par exemple, Étienne Girard? Quels atouts le placent devant tout le monde ici? On peut comparer avec la France, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que la DGSE? 3 choses, je dirais. La première chose, c'est pas complètement grâce à eux, mais c'est un accord de partage du renseignement avec la CIA, avec le renseignement américain, la CIA, la NSA, ce qui leur permet, en termes d'interception de données, en termes de renseignement technique, d'avoir beaucoup plus de données que les autres. C'est quand même un point de départ assez important. Il y a le travail sur le temps long, ça c'est vraiment l'école anglaise. C'est le pays qui fait du renseignement depuis le plus longtemps en Europe, et eux, ils savent implanter des taupes dans des pays sur 10, 15 ans avant que ça profite. Ça, en France, on ne sait pas forcément le faire. Cette maîtrise des carrières, c'est vraiment un art anglais. Et puis, une zone sur laquelle ils sont excellents, et
depuis 2022, ça les rend incontournables, c'est la Russie. Ils ont travaillé pendant la guerre froide parce qu'ils ont été pénétrés, on dit ça dans le jargon, par le renseignement de l'URSS. C'était les 5 de Cambridge, des espions au cœur de la diplomatie anglaise qui donnaient tout à l'URSS. Ils ont travaillé depuis ce désastre pour devenir les meilleurs sur la Russie. Effectivement, c'est devenu, au moins en Europe, les meilleurs sur la Russie. Alors évidemment, quand il y a des meilleurs, il y en a des moins bons. Et Vincent Crouzet, la 2e place de la DGSE, vous savez ce qu'ils en pensent, vos amis, votre ancien service? Je voudrais féliciter la rédaction de l'Express et Étienne Girard. Salut Étienne. Salut sur Vincent. ce travail inédit, vous l'avez dit, quasi et assez audacieux, donc de classement des services de renseignement. Écoutez, j'ai peut-être quelques échos, mais Étienne a certainement les mêmes. Je pense comprendre que la DGSE est assez honorée d'apparaître dans le duo de tête, d'être seconde. Maintenant, certainement, l'écart de points 251-169, bon, c'est pas un match, mais néanmoins, l'écart de points doit sembler un petit peu trop important et doit être assez commenté en interne, voilà. Mais j'en sais pas plus. Maintenant, moi je m'incline devant le vote du collège, si j'ose dire, de 60 professionnels et d'une vingtaine de chefs d'agence qui priment sur une impression personnelle, parce qu'évidemment, mais moi je plaide pour ma chapelle et j'ai peut-être un point de vue évidemment subjectif, sachant que la DGSE a aussi... Pardon ? Votre avis personnel, justement, à vous, pas le service. Mon avis personnel, d'abord, ce sont 2 structures qui ne sont pas exactement comparables. La DGSE est un service dit intégré, ça a été dit d'ailleurs dans le dossier de l'Express, c'est-à-dire que c'est un service qui dispose à la fois de la captation du renseignement humain, mais aussi de la captation du renseignement électronique, ce que n'a pas nécessairement donc le MI6, qui est obligé d'aller requérir des informations auprès de l'agence électronique britannique qui s'appelle le GCHQ. Néanmoins, avec un apport effectivement par cette entité d'information américaine, mais ça, Elisabeth nous parlera de la relation transatlantique entre le MI6 et la CIA. Donc la DGSE, elle, capte le renseignement électronique, le renseignement humain, et en plus dispose d'un bras armé qui s'appelle le service action, que n'ont pas les Anglais. Les Anglais sont obligés de requérir auprès du Director Special Forces les forces spéciales nécessaires pour accompagner leurs actions. Après, ce qui est quantifiable, c'est le budget. Il est à peu près équivalent, DGSE MI6, à peu près 1,2 milliard d'euros ou de livres sterling. Par contre, en termes d'effectifs, la DGSE est supérieure avec près de 7000 agents contre 4000 pour le MI6. Merci. Maintenant, je m'incline devant le vote des professionnels. Merci Vincent. Elisabeth, comme disait Vincent, est-ce que c'est uniquement grâce à l'alliance anglo-américaine que le MI6 est tellement devant ? Ce que disait Étienne Girard tout à l'heure aussi. Alors, non. J'aimerais bien dire que oui, mais surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu mis à mal la relation, on va dire, avec Trump, avec beaucoup de services de renseignement, y compris ses propres services de renseignement. Mais les Britanniques, et j'en ai parlé avec des anciens de CIA, mais les Britanniques ont quand même, ce que disait Étienne Girard, cette historique, notamment dans les renseignements humains, qui est un de leurs spécialités que même les Américains ne maîtrisent pas de la même façon. On est très bon tout ce qui est technique. On parlait de NSA, on parlait d'autres services. Effectivement, ça aide les Britanniques, bien évidemment, mais ils ont quand même leur propre histoire qui est vraiment très forte dans certains domaines, et ça, vraiment, c'est à saluer. Cyril Delibster, la 3e place des Pays-Bas, ça vous surprend ? Est-ce qu'elle est justifiée, selon vous ? Ça ne me surprend pas trop, puisqu'ils se sont montrés très actifs. Enfin, ils ont restructuré leur service. Vous avez le AIVD, mais vous avez aussi le MIVD pour le renseignement militaire qui existe chez eux. Et ils se sont montrés très actifs, effectivement. Par exemple, dans le cyber. Ça, c'est Tim Warner qui en parlait dans son ouvrage sur l'histoire de la CIA. Ajoutez-y vous avez eu aussi l'affaire Stuxnet, puisque comme nous avons appris par la presse, entre autres par la presse néerlandaise, ils avaient réussi à, c'est un ingénieur néerlandais qui a implanté le virus dans les machines iraniennes pour détruire donc les centrifugeuses. Donc oui, ils peuvent se montrer actifs, mais ils sont très dépendants aussi en renseignement des Américains et des Britanniques. Et ça, c'était un rapport déjà en 2010, c'était la commission parlementaire néerlandaise sur le renseignement qui réexaminait les connaissances sur les armes de destruction massive irakiennes qui en parlait. Donc, ils ont des moyens, mais ils ont aussi
une affinité à travailler plus naturellement avec les Américains et les Britanniques. Petit point aussi sur le MI6 rapidement. On oublie une chose, ils n'ont pas effectivement les capacités intégrées que nous avons, que la DGSE a, mais ils n'ont pas non plus l'analyse. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que dans le modèle britannique, les services comme le MI6, le GTHQ sont des services qui font de la collecte. D'accord. Pas de l'analyse. L'analyse est une fonction gouvernementale qui relève donc donc c'est le Joint Intelligence Committee avec le Assessment Staff plus le PHIA Professional Head of Intelligence Analysis. En gros, c'est une fonction gouvernementale et c'est pas une fonction des services. Donc vous avez très peu d'analystes dans les services britanniques de renseignement. Quelques-uns, par exemple, au renseignement militaire, c'est anciennement DIS, aujourd'hui DI. D'accord. Alors, les services secrets néerlandais, est-ce qu'ils ont été sous-estimés depuis longtemps ou est-ce que ce classement révèle une réalité nouvelle qui serait liée par exemple à la guerre en Ukraine ? Non, pas vraiment. Ça fait très longtemps qu'ils sont pris au sérieux dans la sphère du renseignement. Ça n'est pas forcément perçu par le public, mais ça veut dire qu'ils sont bons. En réalité, les Néerlandais, dans le milieu, ils sont surnommés les Anglais de l'Europe continentale. Ils sont formés à l'école anglaise, mais ils ont une implantation géographique différente, qui fait que c'est une terre un peu de passage. Beaucoup de diplomates, beaucoup d'espions. C'est un carrefour d'espions ? C'est absolument un carrefour d'espions. Un peu au nord-ouest de l'Europe. Et depuis très longtemps, ils sont très bons. Il n'y a qu'à voir, Cyril a commencé à en parler, toutes les affaires d'espionnage de ces 15 dernières années, le service néerlandais, l'AIVD, est dedans. Stuxnet, virus iranien, on pourrait dire, mais quel rapport avec les Pays-Bas ? Ils sont dedans, c'est eux qui ont implanté le virus. Sur le piratage du Parti démocrate américain, Cyril le disait, on est en 2014, c'est les Néerlandais qui sont les premiers à réussir à intégrer, à s'implanter chez Fensibir. C'est les hackers qui sont très proches du renseignement russe. Et là, ils ont vraiment impressionné la CIA à tel point que quand il s'est agi de former le renseignement ukrainien, à qui a demandé la CIA ? À l'AIVD, aux Néerlandais. Ils l'ont fait ensemble lors de plusieurs stages où on apprenait un peu tous les rudiments de l'espionnage. Et ça, c'est un symbole très fort. Ça veut dire que pour la CIA, l'AIVD, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en Europe, en termes un peu de tout, de cyber, de renseignement humain, de renseignement technique. C'est vraiment très très fort. Derrière les deux premiers, c'est les meilleurs. Oui, non, ils sont très respectés aux États-Unis parmi les professionnels. Je pense qu'il y a aussi une discrétion, oui, absolument, qui est très importante parce que pour le coup, quand on parle de Stuxnet, une fiabilité, mais une discrétion qui fait qu'on n'y pense pas. C'est un petit pays et du coup, ils peuvent ouvrir des portes. Ils ont vraiment ces capacités. On ne se méfie pas des Néerlandais. C'est ça. Ouais, mais c'est important. Dans leur métier, c'est quand même... Dans l'espionnage, oui, c'est mieux. Mais justement, c'est typique, vous savez, vous avez des petits services de renseignement qui vont être sollicités par des grandes puissances pour faire de l'espionnage et on ne penserait pas à eux. On se dirait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce pays ? Parce qu'on leur demande d'intervenir hors de leur zone de compétences habituelles. Est-ce que c'est pas justement là qu'on les repère ? C'est-à-dire ? Si vous me dites qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller dans certaines zones, est-ce que c'est pas là justement un peu ça compliqué ? dépend. On ne fait pas gaffe à eux parce que, par exemple, je vous donne deux exemples. Il y a les Polonais qui ont été utilisés par les Américains pour aller espionner le nucléaire iranien. Et on se dirait bon. Mais vous avez aussi, alors ça c'est pas abordé dans l'article parce que c'est hors Europe. Les Australiens, on n'en parle jamais. Mais les Américains et les Britanniques les ont beaucoup utilisés pour faire de l'espionnage hors de leur zone de compétence. On y reviendra aussi tout à l'heure. Vincent Crouzet, est-ce qu'il y a, selon vous, un service européen qui aurait dû être un peu plus haut ou plus bas d'ailleurs dans ce classement ? Je pense au BND, qui est le seul service occidental ou européen qui est intégré comme la DGSE, donc qui a à la fois des compétences de captation aussi de renseignements électroniques comme la DGSE, qui bénéficie aussi de forces spéciales intégrées au BND. Après, les Allemands comme les Hollandais sont beaucoup plus discrets, mais ils ont une zone d'influence extrêmement sensible avec les pays limitrophes, notamment la Pologne, et puis ils engagent aussi des coopérations direct avec les pays baltes. Ils sont en résonance aussi avec ce qui se passe en Autriche et les tentatives de déstabilisation au centre de l'Europe. Donc je pense que les Allemands auraient mérité un peu mieux, voilà, tout simplement. Mais sinon, non, le classement me paraît cohérent. J'aurais peut-être placé l'Ukraine hors compétition, parce que l'Ukraine, comme Israël avec le Mossad, et l'Ukraine avec le SBU ou le GUR, finalement, sont des pays qui sont confrontés à des conflits de haute intensité, et finalement qui consacrent 80% de leurs ressources à un seul et même ennemi.
L'Iran pour Israël, l'Iran et ses proxys pour Israël, et puis évidemment la Russie pour l'Ukraine. Cyril Guélipsert, justement, même question pour vous. Il y a un pays que vous auriez vu plus haut, plus bas ? Non, sur l'Allemagne... Partagez l'analyse de Vincent Crouzet sur l'Allemagne ? Sur l'Allemagne, j'ai eu beaucoup de retours critiques, c'est-à-dire que par méfiance historique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez une grosse méfiance en Allemagne à l'égard du renseignement. Même des procureurs hésitaient ou refusaient d'autoriser les missions d'infiltration de la police contre les gangs, parce que ça rappelle l'époque nazie. Vous avez effectivement le poids des juristes, vous avez même eu des cas où les agents du BND ont été poursuivis parce qu'ils ont mené des opérations illégales. Très très bien expliqué dans ce dossier. Ça, je tiens vraiment à souligner le travail qui a été fait, parce que c'est vrai que l'héritage du Troisième Reich pèse extrêmement lourd. D'autant que vous expliquez, on va y revenir après sur la guerre russo-ukrainienne, que le patron du service secret allemand était sur place au moment de l'invasion de l'Ukraine. C'est un sacré fiasco, ça. Ça fait tâche. Le renseignement allemand, ça divise. Il y a les fans et ceux qui détestent. Et c'est vrai que nous, dans nos interactions avec les dirigeants du renseignement, c'est là où on a eu le plus de dirigeants qui se lâchent. On nous a dit, mais il y a que des juristes là-dedans, c'est pas un service de renseignement. On nous a dit, mais c'est des chercheurs de think tank, c'est pas un service de renseignement. On nous a dit, c'est des collectionneurs de timbres. Ils n'ont pas de service action, si j'ai bien compris. Pas vraiment, non. Alors, en fait, sur l'opérationnel, le renseignement hard, si je puis dire, c'est-à-dire faire des sabotages, voir des assassinats, voire recruter des taupes en usant des moyens un peu coercitifs, ça, ils font pas du tout. Mais ils font vraiment pas, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est vrai que le cadre légal allemand est très contraignant. Là où ils sont bons, et c'est pour ça qu'ils sont quand même 5e de notre classement, parce qu'après tout ce que je vous ai dit, ils auraient pu être 17e. Non, ils sont quand même 5e, parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'argent, déjà. Donc, ils participent à des opérations collectives, et ils sont bons en diplomatie parallèle, c'est-à-dire quand on va pas se saboter, mais on va discuter de manière discrète, il faut pas que ça sache, ça ils savent faire, et ils savent faire aussi, ce qu'on, du renseignement technique, effectivement, et puis de l'analyse surtout. Ça, c'est la continuation de la diplomatie. Savoir dans un pays hors Europe si un régime va tomber ou pas. Je pense que par exemple sur l'Iran, je n'ai pas les renseignements précis, mais je pense que les analyses allemandes sont très écoutées, parce que ça, ils savent faire. Jauger si un régime va tomber, quel sera le prochain dirigeant de quel pays sur ce type d'analyse-là, c'est la partie analyse du renseignement, ils sont très respectés. Vous respectez, vous partagez, pardon. Non, mais surtout cette question de tout ce qui est juridique. Ils sont très contraints depuis la Deuxième Guerre mondiale. On le voit aussi dans le domaine de la défense. C'est assez classique. Les Allemands peuvent pas faire ce qu'on fait parce qu'ils sont contraints par un certain nombre de lois, de règles. Ils peuvent finir carrément poursuivis, si j'ai bien compris. C'est le cas chez eux. Ce qui n'est pas du tout, on n'imagine pas très bien aux États-Unis. J'en connais un certain nombre qui seraient en prison si c'était le cas. Donc très clairement, ça les met à part en quelque sorte. Pour revenir à ce que disait et pour parler un peu à part, effectivement, l'Ukraine et Israël, le fait d'être un pays en guerre, c'est aussi comme les Allemands, notre histoire, notre contexte conditionne le renseignement. Donc, quand vous êtes un pays en guerre, alors je dirais juste qu'ils se consacrent pas que sur l'Iran. Ils ont aussi le Hezbollah, on l'a déjà vu. On pourrait parler du Hamas et on pourrait parler aussi des loupés du Mossad. Mais ces deux pays sont aussi un produit de leur actualité, mais aussi de leur histoire. Ils ont besoin de ces renseignements. Ils ont besoin d'autant de ressources dédiées vers les renseignements. Vincent Crouzet souhaitait réagir. Je voulais compléter les propos du plateau sur l'Allemagne. Il y a une chose qui joue en faveur de l'Allemagne, notamment vis-à-vis de la Russie, c'est, rappelons tout de même qu'une grande partie de l'Allemagne a été dans le bloc soviétique, et donc connaît bien les méthodes russes. Et ça, je pense que c'est une mémoire, c'est un côté mémoriel qui reste dans les services allemands. Voilà, ils appréhendent bien, ils ont ce savoir-faire, ce know-how vis-à-vis des services russes, le GRU, le SVR, voilà. Donc, je pense que c'est un plus pour eux. Cyril Guélipsert, effectivement, cet héritage soviétique. Parce que c'est un plus, parce que ils vont pas recruter des anciens de la. C'est une tradition, de toute façon, en Russie, l'espionnage. Ah oui, en Russie, oui. Ah oui, depuis. J'invente rien. Ah non, là vous n'inventez rien du tout. Ça me remonte même à l'époque des tsars. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas d'hier.
du côté des Russes, mais ils ont toujours eu l'habitude de faire de l'espionnage et de se montrer très offensifs. Déjà, ils avaient recruté, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui leur donnait des informations et qui leur disait qu'il obtenait des informations grâce à son ami Fouché. Donc, y compris sur la situation intérieure, et qui prévenait à l'avance en disant Napoléon compte attaquer la Russie, ce qui est arrivé en 1812. D'accord. Donc oui, c'est une habitude. Mais même, juste pour rebondir aussi sur le papier, tu évoquais l'Autriche qui, dans les archives Mitrokhin, mais c'était une catastrophe l'Autriche. Je voyais des cas avec des taupes mentionnés dans les archives Mitrokhin, une personne qui était au contre-espionnage, qui a travaillé, je crois, pendant 20 ans pour les services, pour le KGB. Qui était toujours actif dans les années 70. L'Autriche, il faut expliquer quelque chose. L'Autriche, c'est le nid d'espions de l'Europe, et notamment le nid d'espions russes. Mais pourquoi, jusque très récemment, l'espionnage n'était pas réprimé en Autriche? Il n'y avait pas de délit coïncident avec l'espionnage. Donc tout le monde se lâchait, y allait à fond. Et en premier, les Russes. En plus, les Autrichiens se piquaient un peu d'être cette puissance d'équilibre entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc eux voyaient ça d'un bon œil, le fait qu'il y ait beaucoup de Russes, de manière un peu naïve, à tel point qu'en 2018... jusqu'à leur gouvernement et leurs services de renseignement ont été pénétrés par les services de renseignement russes, ce qui est là aussi un fiasco assez hallucinant, et au point que l'Autriche, cas unique à ma connaissance en Europe, a été virée du groupe de coopération des services de renseignement en Europe pendant plusieurs années. La confiance était rompue. Ah, totalement. Mais vous rendez compte à quel point il faut avoir perdu la confiance de ses partenaires pour aller exclure de réunion l'Autriche, qui est quand même un pays plutôt respecté hors service de renseignement en termes de diplomatie en Europe. Deux petites anecdotes rapides. Primo, sur les Autrichiens, alors c'est un peu oublié, c'est vers 98, ils perdent une partie de leurs fichiers sur le Moyen-Orient à cause d'un virus informatique. Et pire encore, ils n'avaient pas fait de sauvegarde. Donc autant vous dire que ça avait beaucoup amusé. Et deuxième petite anecdote, je n'ai connaissance que d'un cas d'un espion qui s'est fait prendre en flagrant délit en Autriche et expulsé. Défense de rire. C'était en 97, c'était un officier de la CIA. Vous savez pourquoi il s'est fait prendre? Parce qu'il changeait, je crois, le dispositif d'écoute chez un diplomate nord-coréen. Ah bon, d'accord, oui, c'était peut-être pas le meilleur, effectivement. Non. Grand dossier spécial espionnage sur LCI en partenariat avec l'Express, qui consacre un numéro inédit sur les services secrets européens. Alors, on va continuer de vous parler de ce classement, parce que en 4e position, il y a l'Ukraine, et il y a beaucoup à dire. À l'insu de son plein gré, j'ai envie de dire, l'Ukraine qui a fait des progrès spectaculaires, ça, force est de le constater. Comment les services secrets ukrainiens ont-ils progressé? Forcément un peu, à cause de la coordination européenne, mondiale même, j'ai envie de dire. Étienne Girard, expliquez-nous un petit peu. Vous l'avez peut-être aussi appris en faisant cette enquête. Effectivement. Est-ce qu'on les aurait mis aussi haut? Peut-être pas. Mais ils impressionnent la communauté du renseignement en Europe. Alors, pour bien comprendre comment ça marche en Ukraine, il y a deux écoles qui influencent aujourd'hui la façon dont le renseignement se fait. Il y a d'abord l'école ancestrale, si je puis dire. Ils ont tous été formés selon les méthodes russes, sont les méthodes du KGB, les Ukrainiens. Donc c'est pas non plus un pays qui découvre le renseignement. Il y a une vraie tradition, y compris ukrainienne, de renseignement. Et puis depuis 2014, ils sont formés par les grandes puissances occidentales. Ils ont été formés d'abord et avant tout par la CIA, c'est leur premier sponsor, leur premier soutien jusqu'en 2022. C'est vrai que depuis 2022, il y a différents pays qui les aident. Il y a le MI6, qui est très important, nous dit un ancien directeur des opérations de la CIA, qui en fait même la puissance qui aide le plus aujourd'hui l'Ukraine sur le terrain. Et puis il y a la DGSE, c'est très tabou, on veut pas trop nous en dire, mais en réalité la DGSE aide énormément aujourd'hui les services de renseignement ukrainiens à mener des opérations contre la Russie. Alors là justement, vous me tendez la perche. On va écouter justement cette déclaration d'Emmanuel Macron. C'était il y a quelques mois, en janvier me semble-t-il. Ça avait fait beaucoup parler, tiens, regardez. Là où l'Ukraine était éminemment dépendante des capacités de renseignement américaine, à une écrasante majorité, il y a un an. Aujourd'hui, les 2/3 sont fournis par la France. Les 2/3. Mais surtout, nous avons bâti des garanties de sécurité pour le jour d'après la paix de manière crédible. Cyril Telifter.
Oui, assez fortement à nuancer, pour une raison très simple. Alors, je ne dirais pas... Déjà, ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est un peu... 2/3 du renseignement fourni par la France, sauf qu'il y a un mais de taille. Si vous prenez le cas de la DRM, le renseignement militaire français, plus de 50% des informations dont dispose la DRM viennent des Américains. Donc, ce que je veux dire par là, quand le président de la République dit que 2/3 des informations viennent de la France, je pense qu'il y a une partie qui vient en fait des Américains. C'est les vases communicants. C'est ça. Okay, d'accord. C'est ça. C'est en quelque sorte, c'est du blanchir entre parenthèses le renseignement, puisque si vous vous souvenez, Trump a dit publiquement les Britanniques, vous arrêtez de fournir aux Ukrainiens ce que nous vous donnons, mais il n'a pas dit la même chose pour la France. Oui. Vincent Crouzet, une réaction à ces propos d'Emmanuel Macron? Bon, il faut comprendre l'origine quand même du malaise entre les services secrets ukrainiens et les services de renseignement américains. Évidemment, l'origine, c'est la séquence désastreuse, pitoyable du 28 février 2025, qui a entraîné immédiatement une rupture de confiance et une rupture également de partage de renseignements formels entre les Ukrainiens et les Américains pendant plusieurs jours, même pendant quelques semaines. Et vous savez, dans le monde du renseignement, le plus important, c'est la confiance. Dès que vous avez une attitude défiante, vous perdez cette confiance et donc vous perdez une relation qui était une relation de longue date, parfois entre des officiers traitants de la CIA américains et les Ukrainiens. Du coup, les Ukrainiens, ils se sont tournés naturellement vers leurs alliés européens, vers leurs interlocuteurs européens et en particulier vers la France. Alors, comme Étienne, effectivement, on marche sur des œufs, on peut pas parler des moyens capacitaires de la DGSE sur l'Ukraine. Ce qu'on peut évoquer néanmoins, c'est on épaule les Ukrainiens en matière de renseignement spatial. On parle de la direction du renseignement militaire, puisqu'on a à travers une composante spatiale qui s'appelle CSO3, on a des capteurs opérant à très haute résolution et qui nous permettent d'aider les Ukrainiens à cartographier et à flécher les cibles éventuellement à toucher. Elisabeth Shepard-Selem. Juste pour dire, pour revenir sur une chose que disait Vincent, le problème en réalité, c'est pas les services de renseignement américains, c'est l'administration actuelle et ce qu'il a fait aux services de renseignement américains. Je pense que les Ukrainiens, avec leurs agents traitants sur place, ont probablement la confiance, mais plus personne n'a confiance dans cette administration et notamment les politiques qui ont été nommés. Je pense notamment à Gabbard, entre autres. C'est un véritable problème aujourd'hui entre des partenaires des Américains et pas que l'Ukraine. On a vu avec aussi des membres du Five Eyes, qui ont un véritable problème avec cette administration. D'abord, qui ne respecte pas ses propres services de renseignement, qui vire beaucoup de monde très compétent et qui politise cette service, qui fait que... Il y a une purge à la CIA, à l'FBI aussi. Au FBI, au CIA, à la défense. Enfin, on pourrait parler très longtemps sur des purges pour mettre des gens qui sont loyaux à l'administration, qui ne sont pas forcément compétents, qui n'ont pas forcément tous les outils nécessaires, mais ce qui fait que non seulement c'est très dommageable pour l'analyse et la protection des États-Unis, mais bien évidemment pour les alliés. Et puis on se pose la question, est-ce qu'on peut les faire confiance à cette administration? Est-ce qu'on peut leur donner des informations? Ça devient un véritable enjeu qui va être pour le prochain président, si c'est pas bien évidemment J.D. Vance, de rétablir et de reconstruire, parce que c'est véritablement important. On parle des alliés qui ont besoin des Américains, mais il faut le dire, les Américains aussi ont besoin des informations des alliés. Oui. Étienne Girard, justement, ça ressort beaucoup aussi dans votre dossier. Vous parlez justement de ces pays qui ont commencé à garder leurs informations, qu'ils donnaient peut-être plus volontiers avant. Mais maintenant, il y a une défiance envers l'administration Trump. Ça ressort beaucoup. Moi, je dirais qu'il y a un tiraillement aujourd'hui des services de renseignement vis-à-vis des États-Unis. Tout le monde a besoin de la CIA. Et tout le monde a besoin de la CIA avant tout sur la lutte antiterroriste. Sur la lutte antiterroriste, quand il y a un problème, quand il y a un risque. C'est les meilleurs là-dessus ? Oui, très clairement, grâce à leurs renseignements techniques, pas aux sources qui recrutent, mais au nombre de données qu'ils amassent et qu'ils peuvent utiliser dans la lutte antiterroriste. On me raconte la même scène dans différents pays, c'est assez intéressant. Il y a une alerte antiterroriste, le service de renseignement se tourne vers la CIA pour cartographier des réseaux de possibles terroristes. Dans la journée, ils ont la réponse et ils peuvent intenter des actions. Et parfois, ça va jusqu'à des interpellations. Donc c'est vraiment c'est la roue de secours du renseignement européen en termes d'antiterrorisme. Les chefs de poste qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours, donc les représentants de la CIA dans les pays d'Europe, ils n'ont pas changé. Pas beaucoup ont changé depuis l'élection de Trump. Donc il y a un peu cette tentation de continuer comme avant.
Et en même temps, dans le renseignement européen, on se rend bien compte que tout n'est pas vraiment comme avant et que il y a quelques fuites, quelques propos politiques, quelques purges qui montrent que peut y avoir un risque. Et les porte-paroles de cette fronde, de cette résistante, on en parlait il y a quelques minutes, ça a été le renseignement néerlandais qui, à l'automne dernier, a dit, et c'était vraiment, ils l'ont dit en tant que néerlandais, mais c'était les porte-paroles des autres pays en Europe, de par leur position forte en Europe. Ils ont dit, maintenant, on va arrêter de fonctionner comme on fonctionnait, on donnera plus toutes les infos à la CIA. Ce sera au coup par coup. Et dans cette brèche, c'est intéressant, la France tente de s'engouffrer, la DGSE, en devenant un peu l'alternative, le vrai partenaire de confiance des pays européens sur le mode, la CIA, on peut plus totalement leur faire confiance, tournez-vous vers nous, nous, on est fiables. Elisabeth. Juste une chose sur laquelle Étienne Gérard a parlé, cette question des États-Unis et le terrorisme est même en train d'être remise en cause. Pourquoi ? Parce que si on regarde la dernière stratégie de contre-terrorisme américain, il commence à aller être politisé aussi sur ce domaine-là. C'est-à-dire, si on lit bien le document, il parle presque que de l'extrême gauche, ce qui est pas, même aux États-Unis, la plus grande menace. Il parle beaucoup moins de l'Iran, des djihadistes, sans même parler de l'extrême droite. Et du coup, même toutes les données, cette récolte d'informations devient politisée vis-à-vis de leurs ennemis. Et ça aussi pose beaucoup de problèmes en interne aussi. Beaucoup qui se plaignent, mais qui va poser un problème aux alliés. Effectivement, se dépendaient beaucoup des États-Unis pour ça. Alors, ce qu'on apprend aussi dans ce dossier, entre autres, c'est que les Britanniques et les Américains, justement, la CIA avaient alerté très tôt sur l'invasion imminente de l'Ukraine par la Russie, alors que la France et l'Allemagne restaient très sceptiques sur cette possibilité. Vincent Crozier, dans ce dossier, il est dit qu'il pensait que Vladimir Poutine jouait la provocation, je cite ce qui est écrit dans votre article, qu'une fenêtre diplomatique restait ouverte. Vous partagez cet avis ? Écoutez, oui, mais les premiers concernés, les Ukrainiens aussi, ne croyaient pas à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Zelensky lui-même, quelques heures avant l'agression russe, avait dit non, je n'y crois pas, c'est de la provocation, c'est des désinformations russes, et il faut pas tomber dans ce panneau. Maintenant, en France, je pense qu'il y a eu deux attitudes. Le politique français s'est plutôt appuyé sur les conclusions de la DRM, qui insistait sur une soi-disant gesticulation plutôt de forces russes à la frontière biélorusse, mais la DGSE avait envoyé tout de même des signaux de menaces constantes. Mais voilà, après c'est le politique qui prend, choisit et en fonction d'eux va prendre sa décision. Mais les principaux concernés, donc je répète, les Ukrainiens eux-mêmes ne croyaient pas à l'attaque russe. Thierry Gélister. Vous avez eu une grosse enquête parue il y a quelques mois dans un journal britannique. Alors c'est pas The Guardian. Times. Oui, c'est ça. Et il raconte même que la proposition est faite à Zelensky, mobiliser les réservistes bien avant l'attaque, et il refuse justement. Donc ça confirme. Sur la méfiance, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous avez eu le précédent irakien et Étienne le rappelle. Absolument. Et ça, je peux vous en parler car j'ai eu à interviewer des anciens des services français pour ma thèse justement puisque je travaillais sur ce sujet. Un ancien de la DGSE qui a travaillé en contre-prolifération me disait les Américains nous refilaient des bêtises. Quand on leur disait stop, ils arrêtaient. Par contre, les Britanniques, ils ont vraiment fait des sales coups contre nous pour essayer vraiment de nous refiler des saloperies. Donc, il n'y a pas eu une bonne ambiance. Non, mais les relations avec les Britanniques ne sont pas forcément si bonnes. Un jour, un ancien de la DGSE de me dire, le directeur général de la DGSE de me dire lui-même, ne jamais faire confiance aux Anglais. Il ne m'a jamais dit pourquoi. D'accord, voilà. Le message est clair. Je voudrais qu'on salue Robert Görlich. Merci d'être en direct avec nous. Visiblement, le nom parle à tout le monde. Vous êtes un ancien agent de la CIA, ex-chef. Vous diriez que les Britanniques et les Américains avaient de meilleures sources que les Franco-Allemands ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles étaient les sources ni américaines, ni des Français ou des Allemands. Mais je dirais que les Américains ont eu des bonnes sources avant la guerre en Ukraine. Je crois que Bill Burns, qui était le chef de l'agence à l'époque de Biden, a fait un très bon travail. Il a beaucoup changé. Donc, il a changé l'esprit à l'intérieur de l'agence, qui était peut-être à un niveau assez bas pendant le premier mandat de Trump. Mais aussi, il a réorienté l'agence plutôt vers l'espionnage traditionnel. Donc, recruter des sources et de faire l'espionnage stratégique et non tactique. Parce que je crois que pendant des années,
l'agence ils étaient de plus en plus, ils avaient de plus en plus envie de faire un renseignement qui était plutôt tactique pendant la guerre en Ukraine, en Irak, en Afghanistan, et aussi ça a commencé même avec les guerres en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie. Mais Burns a très bien fait de publier. Donc Burns était un diplomate, ce qui n'est pas du tout la tradition américaine. En France, il y a beaucoup plus cette tradition de mettre à la tête de la DGSE un diplomate, mais aux États-Unis, c'était la première fois, et il a eu l'idée de publier les informations avant la guerre pour montrer aux Russes qu'on savait très bien ce qu'ils planifiaient et de les empêcher de faire une opération de false flag, c'est-à-dire de prétendre qu'il y avait un soulèvement populaire qui n'était pas une invasion russe, en fait. Donc, les Américains savaient, ils avaient des très bonnes informations avant la guerre, ils les ont partagées avec le public, avec Moscou, parce qu'il y avait une visite de Burns à Moscou avant la guerre, et avec les alliés européens aussi, qui étaient sceptiques. Étienne Girard ? Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi la CIA et le MI6 ont été meilleurs que les autres. Alors, il y a la dimension analyse du renseignement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a collecté toutes les infos, savoir prédire qui va faire quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et il faut le reconnaître, ils ont été bons. Ça reste un jeu de dupes quand même, tout ça, à chaque fois. Oui, exactement. Qui bluffe, qui ne bluffe pas. Exactement. Donc, savoir dissocier le faux du vrai, du bluff, du pas bluff, c'est vraiment une compétence à part. Ils ont été meilleurs. Mais il y a quand même un possible éléphant probable, je dirais, éléphant dans la pièce, c'est la source de la CIA en Russie. Et on a des informations là-dessus. Alors c'est dans un livre de Simon Schuster, qui est reporter au Time. Il a fait un livre sur Volodymyr Zelensky. Il a eu des confidences de membres du gouvernement ukrainien. Et en fait, ces membres du gouvernement ukrainien, lors d'une réunion avec la CIA, il leur a été dit que la CIA disposait d'un, je cite, espion ultime, qui leur a expliqué ce qui allait se passer. Il est surnommé le cardinal, et c'est quelqu'un d'un cercle proche de Poutine qui a expliqué aux Américains, et ils ont eu, semble-t-il, raison de le croire, que Poutine allait envahir l'Ukraine. Et c'est en ça que, pendant les années 2000-2010, il y a eu la ruée vers le big data, grâce aux données, on va tout savoir. Cette affaire nous montre aussi que rien ne remplace le renseignement humain et une bonne taupe au bon endroit. Vincent Crouzet veut réagir. Je veux réagir, c'est important ce que dit Étienne, notamment dans le classement, parce qu'il y a une chose qui n'est pas quantifiable, c'est la qualité des sources et des agents de très haute valeur. Je veux dire, un agent de très haute valeur peut remplacer 1000 capteurs, et ça c'est très important, et c'est très peu quantifiable. En fait, nous aussi, on a disposé d'agents importants en Russie à l'époque de l'Union soviétique. Vous vous souvenez de l'affaire Farwell, notamment, où la DST manipulait une source de très haut niveau en Russie. Donc c'est une chose très importante, c'est-à-dire la capacité des services de renseignement à manipuler et à traiter des agents de trop haute valeur. C'est ce que Nicolas Lerner, l'actuel directeur général de la sécurité extérieure, appelle l'espionnage brut. C'est-à-dire vraiment essayer d'aller trouver le renseignement là où on ne peut pas le trouver si facilement. Donc dans le cercle très proche des décideurs. Elisabeth, vous diriez que cette guerre en Ukraine a redessiné la carte du renseignement en Europe ? Je pense effectivement ça a redessiné, ça a surtout donné un nouveau pôle, c'est-à-dire un nouveau pôle très très fort. Alors j'ai envie de dire, le fait qu'on a la guerre de nouveau en Europe nous force tous d'être meilleurs. C'est une nécessité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sans ça, sans parler même du début de la guerre, depuis, on a besoin d'avoir ces informations, parce qu'aujourd'hui on sait aussi, on l'entend, le chef d'état-major nous parler du fait qu'on est tous menacés. Et moi qui viens de rentrer des pays baltes, c'est quelque chose sur lequel le renseignement travaille bien évidemment beaucoup, c'est-à-dire quelle va être la prochaine étape des Russes, quels sont les espions qui pourraient se balader dans la nature. Donc aujourd'hui, effectivement, ça a obligé bien évidemment les Ukrainiens d'utiliser de cette histoire dont vous en parlez tout à l'heure et de construire ce qu'on appelle souvent, enfin même en Israël avec beaucoup d'humour, le petit Mossad en fait, parce qu'ils ont quand même fait des actions qui ressemblent un peu à ce que font les Israéliens, notamment je pense à l'opération
en toile d'araignée, mais ça nous oblige tous un peu d'augmenter notre niveau, parce que sinon, c'est le service de renseignement quand même qui sont un peu la base de ce qui peut arriver par la suite et qui nous protège. Robert Gorlick, vous êtes toujours en ligne avec nous. Est-ce que vous diriez que les services ukrainiens ont atteint un niveau comparable aux meilleurs Européens grâce à l'aide occidentale, la CIA notamment ? J'imagine que oui, je ne sais pas exactement, mais comme a dit Elisabeth, c'est la force des choses. L'Europe doit augmenter son jeu et je crois qu'ils l'ont fait. Je crois que ces dernières années, par exemple, la DGSE est devenue un service beaucoup plus capable qu'il était avant. Et l'autre chose, je serais tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit Vincent Cossé. Ce qui est le plus important pour les Européens, c'est de développer surtout une capacité humaine, d'espionnage humain, parce que la source, l'agent sur le terrain est la chose la plus importante. On peut toujours voler des documents, écouter les conversations, mais c'est très difficile de mettre en contexte ces documents ou ces conversations. C'est seulement en parlant avec une source qu'on peut vraiment comprendre ce qui sont les plans et les intentions de l'adversaire. Et je dirais une autre chose, c'est que même avec les très bonnes sources, il y a aussi un problème qu'on a vu au début de la guerre avec l'Ukraine, c'est que les dirigeants politiques doivent croire ce qu'ils disent les espions. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire, par exemple Staline à l'opération Barbarossa, qui était très au courant de ce qui allait se passer, mais qui ne voulait pas le croire. On voit en Israël la guerre des 6 jours, et même maintenant l'attaque du 7 octobre, où les espions avaient des bonnes sources, ils avaient beaucoup d'informations, mais les dirigeants politiques ne voulaient pas le croire. Oui. S'il n'y a pas d'oreille pour entendre, effectivement, ça complique encore un peu plus les choses. Alors, on a évoqué tout à l'heure, notamment avec vous, Cyril, le portrait de la Russie qui a toujours conservé cet héritage de l'espionnage. Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui a bâti sa carrière sur les fondations de son expérience au KGB. Ça, il s'en est quand même... Pas que, puisqu'il a été évidemment. aussi un technocrate on est d'accord, mais en tout cas, il l'a pas caché, c'est ce qu'on allait dire. D'ailleurs, il y a une image très significative. Vous l'évoquez aussi dans votre document. Je l'avais, moi, découvert il y a quelques mois aussi, qui m'avait vraiment troublée. C'est cette image très significative en forme de défi au monde. Vraiment, moi, c'est ce que ça m'a inspiré. C'était le 20 décembre 2020, le président russe Vladimir Poutine qui a inauguré un mémorial en l'honneur de ces espions infiltrés à travers le monde. Regarde, c'est ce monolithe qu'on voit, cette espèce de grande porte. Et on n'a pas pu trop zoomer sur cette image, mais c'était assez incroyable. Il faut avoir vraiment l'œil, j'avoue, pour voir ce qui se passe. Mais on voit sur ce monument la Tour Eiffel, Big Ben, on voit tous les monuments symboles des pays européens. Il me semble que c'est exclusivement l'Europe. Et ça dit beaucoup de choses, Étienne Girard. C'est hallucinant. Et ça dit tout de ce qu'est aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que... Je suis partout. J'ai un œil partout. Oui, et c'est la fierté de ce pays. Oui. Que de s'infiltrer au plus profond des sociétés des pays occidentaux. C'est l'histoire de Poutine, vous l'avez rappelé. Mais Poutine, spécifiquement, quand il était agent du renseignement en Allemagne de l'Est, il a... on en est presque sûr maintenant, il a géré des illégaux, il a aidé des illégaux. Alors illégaux, faut peut-être expliquer ce que c'est. Il y a 2 types d'espions. Il y a les espions en ambassade, donc eux, ils ont un peu... des diplomates, vous voulez dire ? Voilà, c'est des faux diplomates, ils sont dans l'ambassade, ils ont un peu un feutre rouge sur la figure, c'est-à-dire qu'ils font de l'espionnage, mais comme ils sont à l'ambassade, on s'en doute un peu, ils sont suivis par les services de renseignement adverses, la DGSI en France, et puis il y a les agents dormants, les illégaux dans le jargon, eux, c'est presque les vrais espions. Ceux qui ont une fausse identité, c'est ça, les vrais, quoi. Ils ont souvent une fausse identité, des faux papiers, et surtout, ils ont une vraie couverture. Ils sont galeristes, consultants informatiques, politiciens, et personne ne pourrait se douter, ils sont très souvent pas russes du tout, personne ne pourrait se douter que ce sont des espions, et pourtant, alors là encore, deux voies, soit ils espionnent eux-mêmes, soit ils gèrent très discrètement un réseau d'espions, d'illégaux comme eux, soit ils sont des logisticiens, et il y a des espions de ce type-là, des illégaux, des agents dormants, qui ont été arrêtés ces dernières années, un couple
en Slovénie, plusieurs centaines de milliers d'euros trouvés dans leur réfrigérateur, et oui, tout un matériel d'espionnage trouvé chez eux. Ils manipulaient, semble-t-il, des sources, notamment en Croatie, en Italie, et une autre filière en Grèce, donc dans des pays qui sont un peu moins contrôlés, où les services sont un peu moins réputés, où possiblement les Russes se disent qu'ils vont pouvoir agir avec un peu plus de facilité. Elisabeth, quand on entend ça, on pense à plein de films américains, c'est vrai, à des Americans, etc. Je vois que ça vous fait beaucoup rire. Mais moi, je pense aux couples qui ont été échangés. Ils étaient c'est les Slovènes. C'est les Slovènes avec leur enfant. Alors, ils étaient hispanophones. Quand ils descendent de l'avion, c'est Poutine qui s'adresse à eux en espagnol. Donc c'est quand même des. Voilà. C'est vraiment un bouquet de fleurs, hein, c'est ce que vous oui, c'est ça. Donc c'est vraiment quand on parle des illégaux, c'est des gens effectivement des Americans, etc. Aux États-Unis, bien évidemment, on a beaucoup. Enfin, il y a déjà une histoire. C'est pas nouveau. On a quand même un certain nombre, y compris au CIA, comme on se souvient, qui ont été infiltrés et qui ont été pendant longtemps un peu la bête noire de certains au CIA. Je pense à Angleton. Donc, c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est que cette mise en scène, pour nous rappeler qu'ils sont toujours aussi bons que le KGB, même si la guerre froide est finie, on n'oublie pas leur histoire et leur capacité de s'infiltrer. Ils sont toujours là. Vincent Crouzet, vous souhaitiez réagir à ça? Non, en fait, je voudrais pas perturber votre conducteur qui a dit. Je voudrais profiter de la présence de Robert Gorlick pour lui poser une question parce que l'Italie a été très maltraitée dans le classement de l'Express. Voilà, et Robert Gorlick a été chef d'antenne à Rome. Donc je voulais savoir ce qu'il pensait des services de renseignement italiens. Je sais plus. 15e. Eh ben, comme j'habite Rome toujours, alors c'est un peu difficile à dire. Mais je reviendrai à ce qu'il a dit Vincent pour un peu développer cette idée de illégal. Parce que pour les services occidentaux, et la France aussi, il y avait l'émission, comment ça s'appelait, l'Agence des légendes ou quelque chose comme ça, qui était très bien fait. Et c'était sur ce qu'on peut dire les illégaux. Mais en fait, en Occident, ce ne sont pas des illégaux parce qu'on n'invente pas toute une identité qu'on développe qui est vraiment une identité illégale. Ce sont des vraies personnes, mais c'est des personnes qui ne sont pas sous couverture de l'ambassade. Ils sont sous couverture commerciale, académique ou autre, mais ce sont des vrais espions. Et un service occidental qui n'a pas cette capacité de nos jours, je dirais, est un service de deuxième plan. Parce on ne peut pas travailler seulement à partir de l'ambassade maintenant. C'est impossible. Surtout contre les objectifs de nos jours, comme le terrorisme, comme la contre-prolifération, mais aussi d'autres pays, parce que les pays difficiles, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, comme la Chine, comme la Russie, on ne peut pas être diplomate américain ou français et les recruter comme à l'époque. On peut le faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un problème en Italie, parce que la loi italienne rend très difficile de travailler dehors de l'ambassade avec une couverture commerciale. Et il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas cette capacité. Je sais que la France l'a beaucoup développée ces dernières années, et ce qui fait que la France est devenue un service beaucoup plus compétent. Merci beaucoup Robert Gorlick pour cette analyse, votre témoignage était vraiment précieux. Merci pour nous avoir consacré un peu de temps. Étienne Girard, donc l'Italie un peu malmenée. Hein. Et puis ils sont combien, vous dites 15e, c'est ça? 15e, effectivement, leurs confrères n'ont pas une bonne estime du renseignement italien, qui est considéré comme un pays n'ayant aucune culture du renseignement. Ils parlent trop. C'est un peu, alors c'est un cliché, mais c'est un peu ça. Effectivement, ils n'ont pas le savoir-faire. Trop de corruption peut-être. Non, je sais pas. Alors les points faibles. La tradition de la mafia, c'est quoi? Ils portent en eux malheureusement la réputation de ça. Alors, c'est ça. Il y a de la corruption. Il y a une politisation du renseignement. Il y a une tendance, quand on a un renseignement, à aller tout de suite voir le pouvoir politique. Regardez le renseignement, il faut que j'ai une promo. Et on raconte d'ailleurs l'histoire d'un de ces agents, qui est l'ex numéro 2 du renseignement italien, Marco Mancini, qui a été mis à la retraite d'office parce qu'on l'a pris en photo sur un parking avec Matteo Renzi, l'ancien maire de Florence et Premier ministre italien, en train de combiner. Voilà, ils ont cette réputation de combinards, et surtout
ce qui est vraiment impardonnable dans le renseignement en Europe, ils ont une réputation d'un peu pipoté. Oui, et d'ailleurs, dans les années 2000, au sein de la DGSE, on le raconte dans le dossier, il a été donné consigne de ne plus parler aux Italiens dans tous les pays où il y avait la DGSE. S'il y a un Italien qui vient vous parler, vous ne lui adressez pas la parole parce que sur un dossier irakien, les Italiens avaient raconté n'importe quoi et donc ils ont été mis en quarantaine pendant quelques années. Cette mauvaise réputation, c'est comme les États-Unis avec l'Irak, ça perdure encore 20 ans après. Oui, effectivement, ils ont essayé de mettre sur le dos de la DGSE l'histoire de l'uranium du Niger en disant c'est un complot de la DGSE qui aurait désinformé les Américains en faisant croire que les Irakiens auraient tenté d'acheter de l'uranium au Niger. Ils ont essayé de nous... Et effectivement, tu as eu un ouvrage en fait très intéressant. Alors, je n'ai plus les auteurs, ce sont 2 journalistes. L'ouvrage s'appelle The Italian Letter, qui revient sur tout ça, sur la manière dont les Italiens ont essayé comme ça de pipoter les Américains, surtout les néoconservateurs américains comme Malcolm Ledin. Et à la DGSE, c'est pas passé. À tel point que quand les Italiens se sont pointés à la DGSE, la réponse était dehors. Oui. Et ils ont même tenté de faire inculper, ce n'est pas une blague, un chef de service de la DGSE sur de recel d'armes de destruction massive. Non, ce n'est pas une blague. C'était Alain Chouet. Okay, je vais en parler en rigolant. On comprend mieux cette place 15e. Tout à l'heure, on évoquait le mémorial qui nous a un peu sidéré sur l'inauguration de Vladimir Poutine. Il y a eu beaucoup d'infiltration d'espions russes, en tout cas en Europe. On pense évidemment, vous savez, cette histoire de cercueil, les mains rouges taguées à mémorial de la Shoah, etc. Il y a eu la tentative d'assassinat aussi du PDG allemand, de Rheinmetall, je crois. Est-ce que Armin Paperger, c'est ça. Est-ce que ça marque un seuil? Oui et non. Expliquez-vous. Oui, parce que évidemment, il passe à la vitesse supérieure. On pose des cercueils, les mains rouges, les pochoirs bleus, mais en même temps, vous aviez un rapport, je crois que c'était un institut britannique qui constatait que les Russes n'osaient pas non plus franchir un certain seuil. Ils augmentaient, mais pas trop non plus. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même petit à petit, c'est un peu Mithridate, je veux dire. Oui, mais ils vont pas non plus poser une bombe en plein Paris, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté d'un seuil, mais ils n'osent pas aller encore plus loin. Mais par contre, ça fait beaucoup de bruit. Vous savez, quand les cercueils, la presse en parle, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Les taupes qu'ils ont potentiellement chez nous, chez les Allemands, chez les Américains, qui n'ont pas été démasqués. Je vous dirais que, pour avoir examiné les archives Mitrokhin, je voyais dans les documents les taupes que les Russes avaient dans des structures en Occident, mais aussi en Asie, en Afrique, parfois des taupes qu'ils avaient recrutées et qu'ils avaient traitées pendant 10, 15, 20 ans. Je suis persuadé qu'ils ont réussi à en recruter de nouveau depuis longtemps, et la seule question que je me pose, c'est quel secret fuite côté russe, mais même les Ukrainiens, c'est pareil. Je découvrais récemment comment les Russes ont eu des détails sur le plan de la contre-offensive ukrainienne lancée en 2023. J'étais stupéfait. Si vous vous souvenez, vous avez 2 colonels de l'armée ukrainienne, 2 colonels de la protection des personnalités ukrainiens qui ont été chopés en 2024 parce qu'ils voulaient assassiner Zelensky. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. L'un avait été recruté par le FSB 10 ans auparavant, et c'est lui qui a fait fuiter ces infos. Et ça, c'est dans les jugements des tribunaux ukrainiens de maintien en détention que je découvre ça. Ça vous surprend pas, Elisabeth, ces hommes de paille qui ont été utilisés comme ça par les Russes? Parce que les gens là qui ont mis des cercueils et des mains taguées, etc., ce sont pas les espions de haute catégorie, ce sont des agents jetables, j'ai envie de vous dire, qu'on retrouve après. C'est quand même assez étonnant quand même de la part des Russes, non? Je rappelle le dossier de The Washington Post qui justement pointait du doigt la France comme le maillon faible de l'Europe pour l'espionnage russe, notamment pour le recrutement des taupes. Entre autres, on parlait des journalistes, on parlait de gens quand même assez importants. Aujourd'hui, ça m'étonne absolument pas. En plus, avec nos frontières ouvertes, vous recrutez dans ces cas-là des Moldaves ou des Bulgares qui peuvent repartir tout de suite. Ça devient plus facile. C'est effectivement pas la même chose que de recruter une taupe, mais la présence russe en France est quand même assez connue, assez ancienne. Et donc, aujourd'hui, avec des moyens qui sont différents pour effectivement travailler notamment sur l'opinion publique. Là, on est moins sur de l'espionnage, mais sur l'influence et l'ingérence russe. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple,
exemple, aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense non seulement aux gilets jaunes, mais aux agriculteurs et autres, avec le rôle des Russes aussi aux États-Unis. Mais ça m'étonne absolument pas, malheureusement. Ils sont très forts dans ce genre de domaine. Parce que moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la guerre cognitive, en tout cas en anglais cognitive warfare. C'est quelque chose sur les Russes font très bien, tout comme les Iraniens, et ça fait partie de cette guerre hybride aujourd'hui. Oui. Les Russes, eux aussi, ils sont capables pendant des années de cultiver une personne, comme les Anglais, pour la recruter au bout de 3 ans, 5 ans, plus. Et c'est un travail de longue haleine. Très longue haleine. Qui compte. Oui. Je voudrais juste qu'on salue Raphaël Jérusalemi, écrivain et ancien agent du Mossad, qui est avec nous. Merci beaucoup, Raphaël, d'être avec nous. Une question à vous poser. Le mode opératoire russe, par exemple, là, sur cette histoire des cercueils de Paris, les mains rouges, c'est de la pure propagande psychologique, selon vous, ou c'est une opération pour tester un peu les réactions françaises? Psychologique. Oui, juste je précise, je suis ancien agent des renseignements militaires de Tsahal. C'est la voisine de palier du Mossad. Vous n'étiez pas loin. C'est la même maison, mais c'est pas le même étage ou le même palier. Et donc oui, vous avez tout à fait raison. Cette opération-là, c'est une opération cosmétique, de communication, un impact psychologique, mais ça compte énormément. Et les Russes sont effectivement très forts dans cela, dans cet espionnage et ingérence d'ordre psychologique et moral vers d'autres nations. Aujourd'hui, ils sont particulièrement aidés, évidemment, par les réseaux sociaux. Vous avez des milliers d'agents qui n'existent pas sur les réseaux sociaux, des bots, des avatars qui sont créés par l'intelligence artificielle et qui ont pour but effectivement de désinformer, de déstabiliser. Et dans ce cas précis, donc signature russe, je dirais que les Israéliens sont beaucoup moins dans ce genre d'action. D'abord parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens et de personnel pour nous permettre de faire aussi ce genre d'action. Peut-être que si on avait le personnel suffisant, on le ferait, je ne sais pas. Mais donc on ne le fait pas. C'est plus effectivement une signature des Russes, mais enfin les Américains ne demeurent pas en reste et les Chinois non plus dans ce genre d'opération. Vous restez avec nous, Raphaël Jérusalemi. Une réaction, Cyril Gilipser, je vous vois réagir à ce qu'il vient d'être dit. Oui, enfin, sur l'Iran aussi, vous aviez beaucoup d'intox quand vous avez eu la guerre. Toujours se rappeler une formule très simple de Clémenceau: on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Elisabeth. Oui, alors les Russes quand même, enfin les Israéliens comparés aux Russes n'ont pas cette façon systématique. Je rejoins ce que disait Monsieur Jérusalemi. Ils n'ont pas cette stratégie systématique qu'ont les Russes, qu'ont aussi aujourd'hui les Iraniens en ligne, à qui ont d'abord les moyens. Bon, ils investissent sur autre chose que nos renseignements ou que les Israéliens, et c'est très important de le dire parce que on se méfie pas assez des réseaux sociaux et des bots russes ou iraniens qui peuvent effectivement travailler beaucoup sur l'opinion publique, sur TikTok, sur Instagram, des choses comme ça, sur des réseaux où il y a beaucoup de jeunes, où il y a beaucoup de gens qui ne se méfient pas du tout de ce qui se dit. Bien sûr. Vincent Crozet, comment la France est armée pour lutter contre ces agissements du renseignement russe sur notre sol, par exemple ? Elle est plutôt bien armée parce que d'abord, elle a contré justement les opérations subversives russes dans ces domaines. Vous parliez tout à l'heure, Kadi, des mains rouges, des cercueils. Vous savez qu'il y a une tentative d'attentat aussi qui a été déjouée au printemps 2024. Donc on est plutôt bon parce qu'on a un dispositif très complet de contre-espionnage, pas simplement la DGSE, mais surtout la DGSI qui est notre service de sécurité intérieure. Et d'ailleurs, je voudrais préciser qu'on a une grande chance en France, c'est que l'actuel directeur de la DGSE, Nicolas Lerner, est l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, permettant une très bonne coordination, une très bonne articulation entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Et puis à ce dispositif, ce dispositif est complété par les renseignements territoriaux du ministère de l'Intérieur et par la sécurité militaire. Donc on est plutôt bon. Et les Russes ne nous ont pas fait énormément mal. Je voudrais un petit peu rebondir sur la guerre hybride. Il y a une chose très intéressante concernant la guerre hybride, c'est ce qui se passe par exemple à Ceuta. Vous savez, cette affaire de migrants dans ce territoire espagnol sur la côte marocaine, qui a en fait cette migration un petit peu sauvage dans cette enclave. Elle s'est déclenchée après de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux.
indiquant que la frontière espagnole était ouverte à cet endroit-là. Et ça, c'est typiquement une opération de subversion et de déstabilisation, justement provoquant des mouvements d'opinion publique très fortes en Europe et pouvant nous déstabiliser et nous opposer les uns les autres. Ça veut dire quoi? Préciser, Vincent, qui peut être derrière cette opération? Pour la Ciotat ? Les gens qui veulent du mal aux Européens et à l'Europe en particulier, qui veulent appuyer sur le fait que l'Espagne a de très mauvaises relations avec les États-Unis à l'heure actuelle, que l'Espagne s'est un petit peu éloignée d'autres partenaires sur la question palestinienne notamment. Donc voilà, on appuie là où ça fait mal. Étienne Girard. Ce qui est sûr, c'est que, et c'est dans tous les pays d'Europe, la stratégie de la Russie, c'est de mettre de l'huile sur le feu sur tous les sujets qui divisent chaque société. Chaque société a ses passions tristes, si je puis dire, et les Russes, ils ont vraiment le chic pour aller trouver dans chaque pays ce qui va susciter des débats, Ils s'engouffrent dans chaque brèche, c'est ça? Oui, mais c'est un art, et c'est l'art de l'ingérence russe. Ce qui est vrai, et je suis d'accord avec Vincent, en France, on a une maturité bien supérieure à la plupart des pays européens vis-à-vis des ingérences russes. C'est dû probablement au fait que la France a subi une ingérence majeure lors des derniers jours de la campagne présidentielle de 2017. L'adresse email de plusieurs collaborateurs d'Emmanuel Macron ont été piratées et ça nous a déniaisé, si je puis dire. L'agence Viginum a été créée, justement, l'agence Viginum, son boulot, c'est de déclarer quels sont les sujets qui sont montés artificiellement par des États sur la toile, sur Internet. Et cette agence Viginum, aujourd'hui, elle sert de modèle à plusieurs pays européens. Il y a plusieurs pays européens qui viennent prendre conseil aujourd'hui pour créer leur propre agence d'analyse de la désinformation, pas que russe. D'ailleurs, là-dessus, il y a une vraie maturité française. Alerte, en revanche, ce que disent souvent nos partenaires, c'est que le point faible de la France, le talon d'Achille vis-à-vis des ingérences russes, c'est l'anti-américanisme. Les Russes, eux, leur but, leur objectif, leur stratégie, c'est d'expliquer qu'on est assiégé de toutes parts par les États-Unis et de un peu flatter ce sentiment français, parfois patriote et anti-américain, anti-impérialisme américain, et donc nous retourner contre les États-Unis, plutôt avec eux. Alors, on s'est inspiré justement avec la rédaction de ce dossier pour regarder de près ce fameux réseau de Poutine, la tête de pont de Poutine. C'est très bien expliqué, on l'a refait un petit peu. Je voudrais que vous commentiez un petit peu. Alors, je salue vraiment le travail de l'infographie de Greg Boutillier qui nous a trouvé des photos, qu'on puisse un petit peu identifier toutes ces personnes qui sont dans votre dossier. C'est en Autriche, ça. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, mais c'est la tête de pont de Vladimir Poutine en Europe. Ah, tout à fait. On est d'accord. Alors, l'homme Expliquez-nous un peu qui sont ces hommes, d'où ça part, comment ça marche tout ça. L'homme clé, c'est Yann Marsalek. Oui, qui est au centre là avec la barbe. Donc lui, il est directeur des opérations de l'entreprise financière Wirecard. C'est une entreprise de paiement de carte bleue très importante qui a fait faillite depuis, mais qui a été valorisée en bourse de manière extrêmement importante, insoupçonnable évidemment. Et il animait tout un réseau d'espionnage et même de projection d'assassinats ciblés. Lui, son contact, c'était Stanislas Petlinsky, qui est un général russe, qui est un membre du GRU, donc le renseignement militaire russe. C'est lui qui l'a recruté, c'est son officier traitant, et par là, tous les renseignements vont jusqu'au Kremlin, jusqu'à Vladimir Poutine, qui passe lui aussi des consignes. Ce qui est important, et la stratégie russe, c'est de multiplier les intermédiaires pour qu'on brouille les pistes entre Poutine, le Kremlin et les gens sur le terrain. Cette cellule, elle a tout de même été démantelé en 2020, à partir de 2022. Yann Marsalek, alors il animait deux réseaux, ce qu'on a appelé le groupe des Bulgares. Oui. Ils sont basés. Voilà, on voit le chef, c'est lui, donc du coup. Voilà, Orlin Rousseff, c'est un Bulgare. Il avait lui aussi des sous-traitants, mais on n'a pas détaillé à ce point-là. Il habite au Royaume-Uni. Officiellement, il est consultant informatique. En fait, il est espion du GRU à temps plein, et donc il essaye de voler des téléphones portables. Il espionne des gens. Il se rend parfois avec son équipe dans des pays étrangers. Ils ont parfois tenté des actions violentes. Là, il y avait Ils font une tournée en Europe et puis c'est ça. Absolument. Et de l'autre côté, il y a vraiment des gens très précieux. Martin Weiss et Gisto Ott, eux, c'est des agents du renseignement autrichien. C'est quoi l'intérêt d'avoir des agents du renseignement ? Ils ont accès à des bases de données secret défense, ils peuvent se renseigner, ils peuvent avoir l'adresse de qui ils veulent,
quand ils veulent. C'est précieux, oui. Voilà. Egisto Hott, d'ailleurs, a été condamné par la justice autrichienne en début d'année. Celui qui est à droite. Voilà, le plus à droite. Voilà. Pour toutes ces recherches-là. Ils vont chercher des adresses d'opposants, des adresses de personnalités influentes à espionner. Et puis comment ça marche en fait, un jour, le groupe des Bulgares se rend à Vienne. Ils vont déposer 50 000 € en liquide dans un sac McDonald's chez les gendres d'Egisto Hott. Et là, mais malheureusement, cette fois-là, la police qui finissait par planquer, voilà, ils ont fini par être filés. Et toute cette bande-là, à la fois les Bulgares et Egisto Hott, ont été arrêtés. Pas Martin Weiss, qui a réussi à s'exiler à Dubaï, donc chaperché aux Émirats Arabes Unis. Et Yann Marsalek, lui, il est chaperché à Moscou. Il a de la même façon réussi à s'enfuir. C'est quand même un point notable, c'est que ce réseau a été démantelé. Vladimir Poutine ne peut plus opérer exactement de la même façon depuis l'invasion de l'Ukraine. Oui. Raphaël Jérusalem, vous êtes toujours avec nous. Face à cette guerre hybride, ces sabotages même symboliques, ces projets d'assassinat, est-ce que vous pensez que l'Europe va répondre de la même façon ou est-ce que, alors c'est peut-être très naïf, est-ce que la voie juridique est possible, pas suffisante peut-être? Alors ça, c'est une décision que je ne saurais prendre à la place des Européens, ni leur donner des conseils. Je pense qu'ils sont assez grands pour trouver la solution. Mais je suis certain, je pense que Vincent Crouzet l'a bien signalé, il y a une véritable menace qui pèse aujourd'hui sur l'Europe, sur le bon fonctionnement des démocraties européennes. Cette menace vient principalement effectivement de la Russie, un petit peu aussi bien sûr de la Chine, une ingérence dans les élections, une ingérence dans la menée du débat politique qui devrait être un débat sain et libre, mais qui ne l'est plus toujours aujourd'hui à cause de tous les bots, les milliers et des milliers de fake news, d'avatars qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut donc surtout, à mon avis, faire de grands pas en avant dans la cybersécurité, d'une part, car c'est l'arme principale qui est aujourd'hui utilisée. Sur le plan de l'intelligence humaine, les méthodes traditionnelles de détecter qui a infiltré un système ou une administration ou qui a été recruté par l'ennemi, ce sont les méthodes traditionnelles, avec aujourd'hui avec un petit peu d'innovation technologique qui donne un coup de main, mais on reste dans le domaine de l'intelligence humaine, avec cette vigilance qui doit être effectivement accrue. Et c'est vrai, vous avez quand même mis le doigt dessus, un petit peu faire avancer les choses sur le plan de la législation, sur le plan juridique, élargir, ratisser large sur ce qu'on appelle une véritable infraction à la sécurité d'un État, et puis insister sur des verdicts et des sentences beaucoup plus sévères qu'elles ne sont aujourd'hui. Vous savez, beaucoup d'espions aujourd'hui comptent sur le fait que d'ici quelques années, même s'ils sont attrapés, ils seront échangés dans un deal ou un autre entre les deux États. Ils n'ont pas toujours peur de passer à l'action à cause de cela. Il faut peut-être un petit peu les décourager aussi sur ce plan-là. Cyril Gelibster, vous souhaitiez réagir? Oui, sur, vous savez, sur tout ce qui est un peu les mesures, on le fait déjà. Je veux dire, quand les Ukrainiens, d'ailleurs, Étienne, tu y fais référence un peu dans ton article, quand les Ukrainiens vont taper des objectifs en Russie, c'est avec l'aide des informations que leur donnent les services britanniques, américains. Enfin, je ne sais plus si c'est Washington Post ou New York Times qui faisait référence à un centre qui existe en Allemagne, qui est dirigé par les Américains pour aider les Ukrainiens en ce sens. Donc, quand par exemple les Ukrainiens ont tapé sur le pont de Kerch, c'était avec l'aide des Américains et des Britanniques, du renseignement. Pareil pour l'opération Spiderweb, donc les drones, etc. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Je ne serais pas du tout surpris si, quand il y a des assassinats ciblés en Russie commis par le renseignement ukrainien, qu'il y ait eu une aide des services américains, français, britanniques, sans doute d'autres aussi. Oui. Je ne serais absolument pas étonné. Justement, je voudrais qu'on évoque les grands absents de ce classement, parce qu'il y en a, le Mossad israélien, justement, la CIA, les services iraniens, bien sûr les services russes qu'on a évoqués. Étienne Girard, pourquoi est-ce que vous avez limité ce classement justement à l'Europe? Deux raisons. Déjà parce que on estime que l'Europe aujourd'hui est sujette à un défi spécifique, la Russie, et donc c'est une ère cohérente sur laquelle se concentrer aussi parce qu'on est européen. Puis l'autre raison, elle est un peu plus pragmatique, c'est que c'était plus facile de demander aux dirigeants du renseignement de s'exprimer sur
des gens qu'ils connaissent, ils se connaissent tous dans le renseignement européen, et des gens avec qui ils travaillent. Ils travaillent beaucoup moins avec les Russes, ils travaillent beaucoup moins avec les Iraniens, ils travaillent beaucoup moins avec les Chinois. Ils ont un rôle beaucoup plus d'antagoniste, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sauraient pas jauger leur performance, mais je pense qu'il y aurait eu un peu plus de réticence à nous répondre, mais c'est pas exclu qu'on le fasse dans une prochaine édition et dans un prochain dossier de l'Express sur le renseignement. Non, mais je me suis interrogé, est-ce qu'il y a des pays qui auront leur place dans le top 5, dans le top 3, voire dans le top 1? La CIA, évidemment. La Russie, probablement. La Chine, à mon avis, oui. Et le Mossad, c'est une question, parce que le Mossad sait faire des choses que personne ne sait faire, des opérations violentes pensées sur des années, et là, vraiment, ils ont une compétence que eux seuls ont, et c'est les meilleurs. En revanche, ils n'ont pas cette dimension mondiale qu'a la CIA, le MI6 et même la DGSE. Eux se concentrent sur leur ennemi. Leur ennemi, c'est l'Iran et les alliés de l'Iran. C'est vrai. Elisabeth, vous placeriez où, tiens, par exemple, le Mossad ou la CIA par rapport au classement là, des Européens? Je pense, le CIA, je pense qu'on est un peu hors catégorie, concours, notamment simplement par les ressources qu'ils dédient, notamment à la captation de signal ou autre. Ils ont tellement entre les satellites, le NSA et autres, c'est très difficile. Si on avait tous autant de moyens, peut-être on aurait le même type de service. Donc c'est difficile de comparer. La même chose pour Israël. Israël est très performant, c'est même pas une question. Quand je parle avec des agents d'autres pays ou des ex-agents, tout le monde est impressionné par le Mossad, pas simplement pour des actions violentes, comme disait Étienne Gérard, mais pour leur collecte d'informations, dans certains cas, qui ont des failles aussi, on l'a vu le 7 octobre, mais effectivement, leurs services sont dédiés, parce qu'ils sont un pays en guerre, notamment depuis le 7 octobre, mais depuis toujours, et donc ils se concentrent, mais ils ont quand même j'ai envie de dire une présence à l'international, notamment sur la question du terrorisme, où ils ont donné beaucoup d'informations aux Américains, mais pas seulement, sur des attentats ou des personnages. Donc ils ont une présence à l'étranger, mais qui n'est pas le même, parce que leurs besoins ne sont pas les mêmes que les Français ou autres. Raphaël Jérusalemi, est-ce que le Mossad reste le service secret le plus redoutable au monde en matière d'action clandestine, objectivement? Non, je pense que nous sommes redoutables et on l'a montré à plusieurs reprises. Je pense que c'est sûr qu'il faut pas fricoter, chatouiller le Mossad, c'est vrai, mais je pense que au lieu de parler d'une compétition qui est number one ou pas number one, comme on l'a très bien dit en plateau, personne ne peut se comparer à la puissance de la CIA en matière de budget et de moyens. Sur le plan effectivement de la DGSE, de MI6, qui sont très très forts dans l'infiltration de gouvernements étrangers, ce qu'on appellerait une sorte d'espionnage diplomatique presque classique. Et donc le Mossad, lui, a aussi sa signature à lui. C'est vrai il prend plus de risques, il a un avantage de rapidité de prise de décision. Une collaboration beaucoup plus souple avec les autres services de l'armée, de la sécurité intérieure. Tout cela sont des avantages, mais de ce nous parlons aujourd'hui et dans certaines menaces qui viennent soit de Chine, soit de Russie, il est évident que tous ces services ont intérêt à travailler main dans la main, à être le plus transparent possible dans tout ce qui est leur intérêt commun, d'abord contre le terrorisme, bien sûr, c'est une évidence, mais aussi donc dans ces menaces dont on parle de dictature, qu'elles soient russes, iraniennes ou autres. Ce sont des services de pays libres, démocratiques, qui sont là pour maintenir une certaine valeur, un certain mode de vie face à des menaces de dictature, et donc pas de compétition. De plus en plus, il faut qu'ils travaillent main dans la main, qu'ils collaborent pour le bien des citoyens de tous ces États. Elisabeth, qu'est-ce que vous pensez de la montée en puissance des services secrets iraniens, par contre? Parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup en Europe, par exemple. Alors, ce qui est intéressant avec les Iraniens, c'est que peut-être on les a oubliés pendant un moment. C'est-à-dire, on parle de Stuxnet et ce qu'ont fait les Américains et les Israéliens avec l'aide de leurs alliés. Mais on oublie que les Iraniens sont assez forts en cyber. On se souvient qu'ils ont attaqué Bahreïn, Aramco, en Arabie Saoudite. Donc, ils ont depuis très longtemps certains outils où ils sont très forts. Aujourd'hui, on voit beaucoup de recrutements. On en a parlé en Israël, même d'un ambulancier cette semaine. Donc ils augmentent, même ils sont beaucoup dans, je crois, le recrutement des jeunes
Donc, ils augmentent leur capacité, bien évidemment. C'est aussi aujourd'hui un pays en guerre, et encore une fois, que ce soit l'Ukraine, Israël ou Iran, quand on est un pays en guerre, nos besoins et nos capacités, on les augmente parce qu'on a besoin. Rapidement, Cyril. Oui, une personne de la DGSE me disait il y a environ 15 ans, les Iraniens, c'est la Rolls des services. Donc, il voyait qu'ils sont bons, ils sont très bons. C'est inquiétant. Oui. Mais vous savez, sur les menaces, j'aimerais juste citer ce responsable allemand qui disait, au niveau de menaces, la Russie, c'est la tempête. La Chine, c'est le changement climatique. Et ça résume très bien. Vincent Crouzet, on évoquait tout à l'heure avec Étienne Girard un classement mondial. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible, vraiment? Alors d'abord, je voudrais saluer l'objectivité et le fair play de Raphaël, quand même, qui est pas trop cocardier et qui essaye de nous placer, de bien placer la DGSE dans cet ensemble. Oui, un classement mondial est souhaitable. Moi, je pense que la DGSE apparaîtra dans le trio de tête. Je pense que le Mossad ne sera pas très loin. J'étais un peu dur avec le Mossad, avec les services de renseignement israéliens tout à l'heure, en disant que 80% de leurs ressources étaient concentrés sur l'Iran. Ils sont très forts aussi sur l'Afrique centrale. Ils sont très forts aussi en Amérique latine. Il faut le rappeler. Forts, efficients, présents, et sont très bons partenaires. Et j'avais juste une question pour Raphaël, une dernière question. Il y a un navire de l'agence atomique Rosatom qui a été frappé en mer Noire par les Ukrainiens. Est-ce qu'il y a du partage de renseignements entre les Ukrainiens et les services de renseignement israéliens? Très rapidement, s'il vous plaît, Raphaël. Oui, absolument. Il y a eu un problème politique parce que nous devons ménager la chèvre et le chou et ne pas mettre la Russie à dos. Mais ça n'empêche pas que dans certains cas, il y a un intérêt commun, mutuel, qui fait qu'il y a une collaboration aussi avec les services ukrainiens. Beaucoup. Merci à tous nos invités. Étienne Girard, Vincent Crouzet, Elisabeth Shepard-Selam, Raphaël Jérusalemi, Cyril Gélifter, Robert Gorlick. Merci infiniment aussi à l'Express, vraiment, pour ce partenariat et ce numéro remarquable, numéro spécial que vous pouvez retrouver évidemment dès maintenant. L'espionnage qui reste l'une des dernières zones d'ombre de la démocratie. Ce soir, on a tenté en tout cas de vous montrer un petit peu plus les contours. L'information continue sur LCI avec Quentin Bérichel que vous retrouvez dans un instant. Mais d'abord le journal avec Sylvia Micone. Et le feu est toujours actif dans le Var avec un dispositif semblable pour combattre les flammes. La soirée s'annonce à haut risque avec de fortes températures et du Mistral. Le Var fait face à des conditions climatiques rarement connues, ont reconnu les autorités. Dans ce contexte, des évacuations préventives ont eu lieu. On va écouter le préfet du Var. Le feu dans le Var est toujours très actif, on a beaucoup de reprises, principalement toujours sur le flanc droit, celui qui menace encore le sud, les communes du sud par rapport au lieu d'implantation actuel du feu. Nous avons aussi des reprises sur le flanc gauche, mais qui sont moins actives, moins impressionnantes. Mais à ce stade, le dispositif qui est centré sur un verrou pour arrêter le feu dans son point d'expansion le plus méridional et éviter qu'il n'atteigne un autre massif montagneux, fonctionne. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé pour faire le point sur les incendies en cours en Gironde. Le feu est désormais fixé. 208 000 évacués sont de retour chez eux sur les 224 000 personnes qui avaient dû quitter leur domicile la semaine dernière. Une réunion se tiendra ce mardi en visioconférence au niveau des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Une réunion réclamée par Pedro Sanchez après l'arrivée de 60 000 migrants à Ceuta, l'enclave espagnole. La plupart de ces migrants sont ce soir repartis au Maroc. Le Premier ministre espagnol avait parlé d'une attaque contre l'intégrité du territoire, un événement qui avait ouvert également une crise diplomatique au sein de l'Europe. L'Italie notamment veut suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. 67 personnes sont décédées en effectuant cette traversée vers l'Espagne. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. Vous retrouvez Quentin Bérichel pour 18h. Très belle soirée sur LCI.